Eh bien voilà, bonjour. Je vais vous proposer la dernière vidéo par rapport à la matière que l'on doit voir dans le cadre du cours de droit administratif. Et nous allons voir aujourd'hui tout ce qui concerne le Conseil d'État et notamment la section annulation du Conseil d'État. Alors le Conseil d'État, il faut aller voir les lois coordonnées sur le Conseil d'État, et notamment son article 14, alinéa 1, qui confie à la section du contentieux administratif du Conseil d'État la compétence de statuer sur les recours en annulation contre les actes et les règlements des diverses autorités administratives. Alors, il faut savoir que la compétence d'annulation du Conseil d'État ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'un autre recours est déjà ouvert ou lorsqu'un autre recours permettrait d'obtenir un résultat équivalent ou encore si une juridiction administrative spécialement conçue pour ce litige doit être compétente. Seuls, ici c'est important, les actes à caractère décisoire, donc c'est-à-dire où une décision a été prise, et causant grief, ça c'est important aussi, peuvent être contestés devant le Conseil d'État. Le recours en annulation doit donc viser un acte administratif exécutoire, c'est-à-dire qui est susceptible d'être exécuté. La jurisprudence du Conseil d'État est fixée en ce sens que selon la jurisprudence du Conseil d'État, certains actes ne sont pas des actes qui causent grief. Par exemple, un simple avis, un accord de principe, une note explicative, etc., etc. Alors, nous allons diviser cette vidéo en trois parties. Tout d'abord, l'introduction du recours, ensuite, le traitement du recours, et enfin, l'arrêt et ses effets. Voyons d'abord l'introduction du recours. Le recours en annulation doit être soumis par écrit et la requête en annulation doit être datée et signée par la partie requérante ou par son avocat. L'acte attaqué doit être précisément identifié dans la partie de la requête introductive et la demande d'annulation ne peut porter que, en principe, un seul acte par requête. L'acte qui est contesté doit être annexé à la requête, de même que l'inventaire des pièces que vous allez soumettre à votre adversaire, et la requête doit contenir l'exposé des faits. La partie requérante doit disposer de la capacité à agir. Je vous renvoie sur ce point à notre premier cours où l'on a vu la capacité juridique. Si la personne requérante est une personne morale, si elle est représentée par un avocat, cela ne pose aucun problème. Et cette décision d'ester en justice doit être valablement prise, c'est-à-dire en temps utile, et par l'organe compétent de la personne morale. Il est en effet requis que la personne morale doit prouver qu'elle a agi par des personnes physiques, c'est tout à fait logique, dont la désignation est régulière
et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, c'est-à-dire aux autres parties. La partie requérante, comme je vous l'ai dit, doit donc également justifier d'une lésion ou d'un intérêt, c'est-à-dire il faut qu'elle prouve qu'elle a intérêt à ce que l'acte qu'elle veut voir annulé soit annulé. Il faut dans tous les cas, lorsque vous allez en justice, avoir un intérêt à agir, et un intérêt direct, c'est-à-dire qu'il faut que l'annulation de l'acte attaqué soit vraiment un avantage direct pour la personne requérante. Cet avantage doit également être personnel, c'est-à-dire que l'annulation de l'acte attaqué doit procurer un avantage certain à la partie requérante ou faire cesser un grief qui est causé ensuite de l'acte administratif qui a ainsi été pris. Cet intérêt doit encore être certain. Ça veut dire quoi certain? Et ça veut dire qu'il faut considérer comme irrecevable, j'ai bien dit, une requête dont il ressort que la situation de la partie requérante n'est affectée par l'acte attaqué que de façon éventuelle, lointaine ou hypothétique. Non, il faut un intérêt direct. Cet intérêt doit aussi être actuel, c'est-à-dire qu'au moment où j'introduis cette demande en annulation, l'intérêt doit être né, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être hypothétique et ne pas être actuellement dans une situation où il ne cause pas grief. Non, cet intérêt doit être né, N-E, accent, et actuel. Et ce recours doit enfin être légitime, ça on l'a déjà vu dans le premier cours, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La partie requérante doit exposer le ou les moyens qu'elle entend diriger à l'encontre de l'acte objet du recours. Et donc elle doit également indiquer dans sa requête la règle de droit précise dont la violation est invoquée et la manière dont cette règle de droit précise aurait été violée. Si la partie requérante n'expose pas ces moyens-là dans sa requête, eh bien la requête en annulation est déclarée manifestement irrecevable. L'on sait que le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable, en respectant les droits de la défense. Le juge doit relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits, mais pour sa part, le Conseil d'État, lui, estime que cette règle n'est pas applicable au juge de la légalité objective de la décision administrative qui lui est déférée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous allez devant un juge autre que le Conseil d'État, vous invoquez la situation et le juge est quand même tenu de rechercher, même si vous ne le faites pas vous-même, la loi qui s'applique et la jurisprudence qui s'applique à votre situation. Qu'en ce qui concerne le Conseil d'État, non. C'est vous-même qui devez absolument démontrer votre grief et la règle de droit qui a été violée par l'auteur de l'acte administratif. Au niveau des délais, la requête en annulation doit être introduite dans un délai de 60 jours à compter du lendemain de la publication, de la notification
ou de la prise de connaissance du règlement de l'acte incriminé. Diverses règles sont applicables en ce qui concerne le point de départ du délai. Alors, pour faire simple, si l'acte a été publié, le délai commence à courir le lendemain du jour de la publication. Si l'acte a été notifié par courrier recommandé, le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception du pli ou le jour du refus du pli si le destinataire le refuse. Si la notification a été faite par courrier recommandé simple, c'est-à-dire sans accusé de réception, le délai commence à courir le 3e jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, et je vous rappelle que le samedi est également considéré comme un jour ouvrable. Si l'acte de recours n'a pas été publié, n'a pas été notifié, le délai commence à courir le lendemain du jour où l'auteur du recours en a pris connaissance de manière complète et précise. Je ne verrai pas avec vous l'emploi des langues en matière de recours devant le Conseil d'État. Je laisse ça sur le côté. Une règle particulière mais d'une grande importance mérite d'être mentionnée. Cette règle veut qu'en ce qui concerne les recours dirigés contre un acte administratif unilatéral de portée individuelle, le délai ne commence à courir que si la notification par l'autorité administrative de l'acte pris indique l'existence des voies de recours ouvertes pour le contester, ainsi que les formes et délais à respecter. Si ce n'est pas le cas, le délai prend cours 4 mois après que l'intéressé se soit vu notifier l'acte en cause. Comment ce recours va-t-il être traité? C'est le point 2. Les requêtes en annulation doivent être envoyées au Conseil d'État par pli recommandé. Pourquoi? Afin de donner une date certaine à l'envoi. La requête est réceptionnée par le greffe et l'affaire est mise au rôle. Le recours est ensuite porté à la connaissance de la partie adverse par un pli émanant du greffe du Conseil d'État. À la réception de ce pli, la partie adverse dispose de 60 jours pour adresser un mémoire en réponse, c'est-à-dire, on pourrait appeler ça des conclusions en réponse, c'est-à-dire les moyens qu'elle va utiliser pour répondre à cette demande en annulation. Si la partie adverse dispose d'un dossier administratif, c'est-à-dire un dossier de pièces, elle va devoir le communiquer également dans les 60 jours. Ce mémoire est adressé au greffe dans un délai dont je vous ai dit de 60 jours à compter du lendemain du jour de la réception du pli, et ensuite l'autre partie a également 60 jours pour déposer un mémoire en réplique. Lorsque ces mémoires sont déposés,
Va alors être fixée une date de plaidoirie et précédemment à cette date de plaidoirie, un membre de l'auditorat, c'est-à-dire l'auditeur près le Conseil d'État, on pourrait dire grosso modo qu'il a plus ou moins devant le tribunal correctionnel la même fonction que le procureur devant le tribunal correctionnel, lui va donner un avis à chacune des parties et chacun va disposer de 30 jours pour faire valoir ses observations par rapport à cet avis qui a été rendu par l'auditeur du Conseil d'État. Oui, alors on pourrait également avoir une hypothèse où le rapport de l'auditorat conclut à l'annulation de l'acte objet du recours. Et on pourrait alors imaginer que l'une des parties, suite à cet avis, n'introduise pas une demande pour que la procédure se poursuive, et alors on amènerait à une solution qui serait alors une présomption de désistement d'instance. Je n'insiste pas trop sur ce point, c'était simplement pour vous en donner une connaissance, mais ne vous attardez pas sur ce point-là lorsque le rapport de l'auditorat conclut à l'annulation de l'acte. Alors, l'arrêt, ensuite, des plaidoiries est prononcé en audience publique. Il est publié sur le site du Conseil d'État et il est notifié aux parties. Il conclut soit à l'annulation même partielle de l'acte attaqué, soit il conclut au rejet du recours. Si le Conseil d'État décide d'annuler l'acte attaqué, cet acte est censé n'avoir jamais existé. L'arrêt qui prononce cette annulation est revêtu de ce qu'on appelle l'autorité absolue de choses jugées. Il en résulte donc que d'autres juridictions ne pourraient appliquer cet acte puisqu'il est censé n'avoir jamais existé. Par contre, un arrêt de rejet du Conseil d'État est, selon le Conseil d'État lui-même, revêtu également d'une autorité de choses jugées. C'est ainsi que le Conseil d'État oppose la chose jugée au requérant qui cherchait à faire annuler cet acte et dès lors il a effectivement perdu cette demande en annulation. À côté de l'annulation au Conseil d'État, on peut également demander, non pas l'annulation, mais la suspension. C'est l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui confie à cette juridiction le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif. On peut avoir une demande en suspension ordinaire et une demande en suspension d'extrême urgence.
La demande de suspension ordinaire peut être introduite au même moment que la requête en annulation, ou encore après l'introduction de cette dernière, jusqu'au dépôt du rapport de l'auditeur, le fameux rapport dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Pour vous démontrer à quel point il s'agit d'une démarche administrative, il faut savoir que la requête doit être accompagnée de 6 copies certifiées conformes. Comme la requête en annulation, la demande de suspension est introduite par écrit et le Conseil d'État ne peut y faire droit que si cette requête répond à certaines conditions. La suspension de l'acte ainsi entrepris ne peut être ordonnée que si, au moins, un moyen sérieux, susceptible, à première vue, de justifier l'annulation de cet acte est invoqué dans la demande. Selon le Conseil d'État, présente un caractère sérieux au sens de l'article 17, le moyen qui, à première vue et dans l'état du dossier, apparaît recevable et de nature à entraîner l'annulation sans nécessiter un examen long et méticuleux, inconciliable avec la notion de référé. Outre l'existence d'un moyen sérieux, pour que soit valablement ordonnée la suspension de l'exécution de l'acte entrepris, il faudrait que l'exécution immédiate de l'acte pour lequel on demande sa suspension risque de causer un préjudice grave, difficilement réparable. Et donc, la requête de demande en suspension doit aussi contenir des développements quant à démontrer le préjudice grave, difficilement réparable, si l'exécution de l'acte pour lequel on demande et sa suspension et son annulation serait éventuellement en conséquence. La juridiction estime, je le répète, que le préjudice doit être grave, difficilement réparable et occasionné par l'exécution immédiate de l'acte attaqué. Qu'est-ce qu'un préjudice difficilement réparable? Le Conseil d'État considérait que le risque financier n'était pas difficilement réparable puisqu'il pouvait être entièrement compensé par l'octroi de dommages et intérêts. Autrement dit, le Conseil d'État estimait que si, dans l'acte annulé, vous aviez en plus la possibilité de réclamer des dommages et intérêts, votre préjudice n'était pas difficilement réparable. Actuellement, cette notion a quand même évolué par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État, et cette condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable laisse plutôt place aux critères suivants: l'urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Donc, selon le Conseil d'État, actuellement,
L'urgence existe dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité rend une décision immédiate souhaitable, que la procédure ordinaire serait impuissante à y remédier en temps voulu. L'urgence, ainsi prise en considération, doit exister non seulement lors de l'introduction du procès, mais jusqu'à la clôture des débats. L'urgence requiert la diligence du demandeur, c'est-à-dire que si vous êtes demandeur et que vous invoquez l'urgence, vous ne devez pas vous endormir sur vos lauriers. Il faut que vous fassiez en sorte de promouvoir cette cause et de faire en sorte que l'on avance le plus rapidement possible. Sauf si des faits nouveaux viendraient encore aggraver la situation. Traitement de la demande. En ce qui concerne le délai du traitement du recours, il est prévu que le président de la Chambre ou le conseiller du Conseil d'État statue dans les 45 jours sur la demande de suspension. Alors, il faut savoir qu'en droit, vous avez parfois des délais, mais que si vous ne les respectez pas, il n'y a pas de sanction à la clé. Alors, ça peut sembler bizarre, peut-être un peu illogique. On peut se dire, mais pourquoi mettre un délai alors que si on ne le respecte pas, ça n'a pas de conséquences. Voilà, c'est comme ça. Et donc, dans ce cas-ci des 45 jours, si ce délai n'est pas respecté, il n'y a pas vraiment une conséquence par rapport à ce délai. Des réceptions de la demande de suspension, le greffier transmet immédiatement une copie à l'auditeur général, une copie à la partie adverse et aux personnes qui ont intérêt à ce que cette affaire soit résolue. À compter du lendemain de la réception de la notification de la demande en suspension, la partie adverse est tenue de transmettre au greffe le dossier administratif relatif à l'affaire en cause. Ce dossier administratif peut être accompagné d'une note d'observation dans laquelle la partie adverse fait part de son argumentation à l'égard du contenu de la demande de suspension. En théorie, dans les 8 jours qui suivent la réception du dossier administratif, l'auditeur rédige un rapport exposant, selon lui, les moyens et les faits qu'il considère importants et pertinents pour une éventuelle suspension ou non de l'affaire en question, de l'acte en question. Le président va fixer une date d'audience. À l'audience, toutes les parties sont présentes ou représentées. Ça veut dire que l'avocat peut valablement les représenter. Imaginons un défaut, c'est-à-dire que la partie requérante n'est ni présente ni représentée. La demande est rejetée. À la suite du délibéré, un arrêt est rendu.
il est motivé et notifié immédiatement aux parties. Si le Conseil d'État décide de suspendre l'exécution de l'acte entrepris, en tout ou éventuellement en partie, cet acte n'est plus à même de produire des effets juridiques tant que la suspension n'a pas été levée ou l'acte lui-même annulé. La suspension est donc revêtue de l'autorité absolue de choses jugées, mais au provisoire, c'est-à-dire provisoirement, dans l'attente de. Si le Conseil d'État rejette la demande de suspension, l'acte continue de produire ses effets tant qu'il n'a pas été statué sur le recours en annulation. Et cette décision de rejet s'impose entre les seules parties à la cause. Existe aussi une suspension d'extrême urgence. Cette suspension d'extrême urgence revêt un caractère exceptionnel. Cette requête doit démontrer quoi? L'exposé des faits, les moyens sérieux tendant à la suspension d'une part, mais aussi tendant et démontrant une suspension d'extrême urgence. Et dans ce cas-ci, la décision doit être prise encore plus rapidement que dans le délai normal dont je viens de vous parler et qui concerne une suspension ordinaire. Le Conseil d'État a déjà dit ceci, le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel dès lors qu'il se réduit à un strict minimum. Ainsi sont réduits l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier et la contradiction des débats. La partie requérante doit introduire la demande de suspension d'extrême urgence avec toute la diligence que requiert le recours à cette procédure. La demande de suspension d'extrême urgence qui est reçue par le greffe est transmise immédiatement sous forme de copie à l'auditeur général, à la partie adverse et éventuellement aux personnes qui auraient un intérêt à la solution du litige. La partie adverse peut communiquer le dossier administratif et sa note d'observation. La procédure en suspension d'extrême urgence ne prévoit pas l'établissement d'un rapport dans le chef de l'auditorat. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, l'auditeur, près le Conseil d'État, ne donne pas son avis. Et en cas donc d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée provisoirement sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Après délibération, le président de la Chambre rend un arrêt. L'arrêt conclut soit au rejet de la demande, soit à la suspension de l'exécution
de l'acte entrepris. Complémentairement à la demande de suspension, ou même indépendamment de celle-ci, sachez que le Conseil d'État peut ordonner des mesures provisoires. Ces mesures provisoires peuvent être celles qui ont déjà été demandées par l'une ou l'autre partie. Mais le Conseil d'État peut aussi, d'autorité, ordonner toutes les mesures provisoires qu'il jugerait nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Bon. Écoutez, on va en rester là pour le cours de droit administratif. Je pense que l'on a vu quand même l'essentiel de la matière que l'on devait voir dans des moments actuellement difficiles suite à ce confinement. Alors, je ne sais pas encore à l'heure ici où je vous parle, vu les circonstances actuelles, la manière dont je vous interrogerai par rapport à cette matière. Je vous demande pour l'instant, en ce qui concerne les cours par vidéo que je vous ai donnés, de faire un résumé dans les grandes lignes, de bien les lire, de bien les comprendre. Je pense que c'est vraiment les points les plus essentiels par rapport à ces cours. Pour le reste, eh bien, je vous communiquerai à chacun ma réflexion par rapport à la manière la plus objective et peut-être la plus adéquate de vous interroger par rapport à cette matière. Je vous souhaite un bon travail. Prenez surtout bien soin de vous et bien, au plaisir de vous revoir, de vous entendre ou de lire les éventuels travaux que je vous demanderai. Voilà, mais surtout, prenez soin de vous et respectez bien toutes les consignes par rapport au confinement. Je pense que nous vivons des moments excessivement difficiles. Voilà, bon courage et merci à vous.